nous sommes près de 500 ce soir pour parler d'un sujet dont il n'est pas étonnant qu'il fasse recette. Il est très concret. On a dans le cercle des débats avec beaucoup de hauteur, mais aussi des débats très pratiques, très appliqués aux professionnels de l'immobilier, mais qui peuvent concerner bien sûr les ménages. On va parler de diagnostic de performance énergétique aujourd'hui, le fameux DPE. C'est devenu un acronyme populaire. Le DPE tel qu'on l'a connu, le DPE qui est apparu cet été pour disparaître immédiatement parce que voilà, il y avait des bugs, des problèmes de déclassement de logements se sont présentés. Il a fallu que le ministère y réagisse très vite, inspiré par les professionnels. On va aussi parler d'un outil qui doit apparaître dans les semaines qui viennent, l'audit énergétique, appelé à s'ajouter au DPE. Et finalement, le constat, c'est que le marché est sous pression. Entendez par là le marché des locations pour les propriétaires bailleurs, le marché de ceux qui veulent estimer la valeur de leurs biens pour le vendre, les professionnels qui sont au service des ménages. On a clairement un sentiment que tout ça est confus avec peut-être des risques d'une insuffisante fiabilité, des conséquences sur les prix. On en a parlé lors d'un débat récent. Voilà la raison du choix de notre thème qui, d'évidence, est au cœur de l'actualité de nombreux professionnels de la filière, que je remercie d'être avec nous. Je remercie de la même manière nos débatteurs qui vont apparaître au gré de ma citation. Alors, je vais faire d'eux une présentation très sommaire. Je vous renvoie au site du Cercle des managers d'immobilier et aux biographies que nous y portons. Elles vous permettront de connaître le parcours remarquable de chacun de nos intervenants, parce qu'on choisit des personnalités et je n'en dis pas plus. Je vous invite à regarder le site. Vous y retrouvez d'ailleurs nos débats, vous y retrouvez beaucoup de matière. On s'emploie à ce qu'il soit riche. Voilà. Donc, avant de passer la parole à mon complice pour l'organisation et l'animation de ces soirées, Benjamin Darmoni, patron du Cercle des managers, je vais remercier par ordre alphabétique en vous faisant remarquer qu'on est proche de la parité. Je suis très sérieux, on le sait quand je dis ça, c'est un vrai sujet. Aujourd'hui, on n'en est pas loin. Émilie Echoun, elle est directrice de la Maison des Travaux pour Paris 17e arrondissement, l'une des maisons des travaux de Paris, l'une des 120, je crois, enseignes françaises. Elle est courtier en travaux et on voit bien le lien qu'il y a avec notre sujet du jour. Bonjour Émilie. Bonjour à tous. Voilà, et puis je vais me permettre un peu voilà, une marque d'affection. Émilie est diplômée d'une école qui m'est chère, l'Institut du management des services immobiliers. Voilà, je suis très fier du parcours qu'elle a fait. Je salue à sa suite, et là aussi je vais m'autoriser une note affectueuse, Martine Cardois. Elle est présidente de l'UNIS Midi-Pyrénées. Elle préside aussi la commission de transaction nationale de l'UNIS. Et puis, on va dire qu'elle est la voix des professionnels dans ce débat parce qu'elle est administrateur de biens avec les deux grands métiers, gestion locative, copropriété. Elle est agent immobilier dans un groupe qui s'appelle Midi Habitat et qui est rattaché à la famille Procivis, IMO de France, pour le dire très concrètement. Bonjour Martine. Bonsoir à tous et merci de votre invitation. Alors Martine a soigné le fond, c'est très agréable. Ouais, une vue sur la Garonne pour vous donner envie de venir sur Toulouse. Eh bien, c'est assez réussi. Alors les autres ont choisi une plus grande neutralité, mais je trouve que c'est très bien. Et la marque affectueuse, c'est que Martine, elle est marraine cette année de la promotion 2021-2022 de l'IMSI Toulouse. Voilà. Alors je ne croyais pas que c'est comme ça qu'on a sélectionné nos débatteurs, mais bon, quand il y a cette coïncidence, je ne peux pas m'empêcher de la citer. Je vais encore citer avec l'intervenant suivant, Lionel Jeannot, qui est le président de l'une des deux grandes organisations professionnelles des diagnostiqueurs, qui s'appelle la FIDI, Fédération interprofessionnelle du diagnostic immobilier. Bonjour Lionel, je vais saluer en lui un grand professionnel du diagnostic, et puis lui, il est diplômé de l'ESPI. Alors c'est une école pour laquelle j'ai de l'affection aussi. Bonjour Lionel. Bonsoir Henri, bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. Alors,
je salue, allez, à sa suite, je trouble un peu l'ordre alphabétique qui a dicté mon énumération. Thierry Marchand, parce que vous êtes homologues, hein, tous les deux. Thierry est le président de l'autre grande organisation de diagnostiqueurs, c'est la Chambre nationale des diagnostiqueurs de l'AFNAIM, de la Fédération nationale de l'immobilier. Bonsoir Thierry. Bonsoir à toutes et à tous. Voilà, et donc j'en reviens à l'ordre alphabétique. Le dernier, qui était normalement l'avant-dernier, c'est Pierre Maillard. Alors Pierre Maillard, il est le président directeur général d'ailleurs. Vous avez pu voir directeur général sur nos bannières. Il est aujourd'hui le PDG du groupe Elio, qui est une très belle maison. Il nous dira en deux mots tout à l'heure le métier d'Elio. Allez, on va dire que la transition énergétique est évidemment au cœur des préoccupations d'Elio et que Pierre a toute sa place avec nous. Bonjour Pierre. Bonjour à tous, merci pour cette introduction. Voilà. Je suis un peu déçu d'être à distance et en visio, j'aurais préféré être en présentiel, mais bon, tant pis, je ne peux pas travailler sur le fond, du coup, voilà, on est malheureusement sur une neutralité parfaite. Alors, bon, une marque d'affection aussi, je vais m'autoriser avec Pierre le tutoiement de camaraderie parce qu'on a une école en commun, si vous voulez savoir laquelle, vous mettez sur le site. Et puis, ça me permet de dire, Benjamin pourra le préciser, je vais lui donner la parole dans 10 secondes, que nous ferons des événements en présentiel, c'est prévu. Je peux même vous dire qu'on l'avait imaginé au début de l'année prochaine et que les circonstances peut-être nous empêcheront de le faire aussi vite qu'on l'aurait voulu. Mais il y aura du présentiel, voilà, c'est la promesse. Benjamin, je te passe la parole avant qu'on entre dans le vif du sujet avec nos débatteurs. Bonsoir Henri, bonsoir à tous. Oui, évidemment, on a pour projet de se voir et de passer des moments ensemble et de faire évidemment des conférences en présentiel. On avait effectivement l'objectif de vouloir faire ça en janvier, mais comme tu l'as très justement dit, l'actualité malheureuse avec les nouvelles du Covid nous font revoir nos plans et nos projets. Mais on vous tiendra informé rapidement sur le site de cet événement qu'on créera, je l'espère, en 2022. Alors, comme vous le savez, plusieurs débats du cercle ont été abordés sur la transition environnementale des logements. Et aujourd'hui, il nous semblait essentiel d'évoquer ce sujet des DPE qui concerne tous les professionnels de l'immobilier en général. Je pense qu'aujourd'hui, on n'a pas mesuré les conséquences et les répercussions de ce nouveau DPE sur le marché des locations et des ventes. Beaucoup de professionnels nous interrogent, beaucoup de professionnels s'interrogent sur comment trouver des solutions aujourd'hui pour rassurer les clients et pour faire que leurs biens soient louables et vendables. Donc, on est très heureux de faire ce débat aujourd'hui pour essayer d'offrir, je l'espère, quelques solutions ou en tout cas les envisager et faire qu'on se pose les bonnes questions. Merci beaucoup. Et puis, ce débat qui est en digital, comme il y en aura d'autres en présentiel, j'espère, ne serait pas possible sans le concours de notre assistante technique, c'est Milena. Et voilà, je la salue aussi avec affection parce que c'est sa dernière séance avec nous avant de partir en congé maternité. Voilà, vous saurez tout. On entre tout de suite dans le vif du sujet. Thierry Marchand, président de la Chambre diagnostiqueur de la FNAIM. À sa suite, je vais interroger Lionel Jeannot. Bon, je pourrais poser les mêmes questions à l'un à l'autre. Je vais répartir un petit peu les rôles et vous pourrez bien sûr avoir des avis nuancés. Thierry, j'évoquais sans tabou le problème du bug. Alors, cet épisode qui a révélé le manque de fiabilité du DPE de deuxième génération, est-il terminé? Dans quelles conditions s'est-il terminé? S'est-il soldé pour les propriétaires qui avaient fait réaliser un diagnostic qui s'est révélé non sincère, non juste? Quels sont les DPE qui ont dû faire l'objet d'un nouveau passage de diagnostiqueur? Quelle indemnisation? Quelle méthode aussi pour rétablir le moteur qui n'était pas parfaitement réglé? Et est-ce que le nouveau DPE, je vais qualifier de troisième génération pour simplifier, donne aujourd'hui une vision juste
sincère des performances énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre, puisqu'on sait que ce sont les deux informations qui sont données. Voilà, donc le point sur cet outil majeur, Benjamin disait, il y a un trouble, il y a eu alors une conséquence heureuse, on s'est dit, tiens, ça sert vraiment à quelque chose, le DPE. On considérait que c'était une information de plus. On sait à quoi ça sert. Et du coup, il y a une crainte que la photographie ne soit pas totalement fiable. Et Henri, merci de me laisser la parole sur ce sujet. Donc, le DPE qui a été lancé, le nouveau DPE, nouvelle version, a été lancé donc le 1er juillet 2021. Cette nouvelle version, il y a eu des bugs effectivement, mais c'est pas des bugs réellement dans le moteur, c'est pas l'outil en lui-même qui a été entaché d'irrégularité. Le souci que nous avons eu, c'est qu'il y a eu dans certains cas des éléments, on va dire des garde-fous qui étaient beaucoup plus importants que ceux qui avaient été estimés et sur lesquels on avait les pouvoirs publics avaient évalué la quantité, le stock de passoires thermiques. Et donc, c'est sur ce sujet-là, lorsque les Diam Seekers ont démarré le nouveau DPE au 1er juillet 2021, il s'est avéré beaucoup de DPE sortaient en passoires thermiques, notamment dans les agglomérations, notamment pour la location, puisque c'était souvent en juillet-août, c'était souvent des locations qu'on nous demandait de faire, donc des DPE locatifs. Et on a fait beaucoup de biens également sur les constructions faites avant 1948, qui étaient précédemment faites en méthode dite sous facture, et maintenant on fait en méthode dite conventionnelle, c'est-à-dire on mesure réellement la performance énergétique des bâtiments. Donc on a eu la grande surprise de voir que dans certains cas, on avait beaucoup plus de passoires thermiques que précédemment. Et donc, les pouvoirs publics, on a alerté, la Chambre Diam Seekers Immobilier, on n'est pas les seuls, on a alerté les pouvoirs publics, Madame la Ministre, pour dire, attention, il y a un problème, on sort beaucoup plus de passoires thermiques que vous aviez prévu, donc il y a des soucis. Et on a précisément donné les éléments dont on avait détecté les erreurs, on va dire, pour faire simple, précédemment. Donc oui, on a demandé, donc Mme Vargon a suspendu le DPE le 24 septembre, ce qui a fait un peu une situation difficile pour les Diam Seekers. Finalement, les Diam Seekers, parce que la demande était très forte de vendre et de louer ces logements, il fallait continuer. Finalement, les DPE ont continué à être faits jusqu'au 1er novembre. Et au 1er novembre, on a un nouvel outil qui est sorti, qui est rigoureusement le même que précédemment, sauf ces garde-fous qui ont été réadaptés principalement pour les bâtiments anciens, principalement pour les bâtiments avant 1974. Cette date de 74 et 75, c'est simple, c'est le premier choc pétrolier, c'est la première phase de rénovation, d'isolation dans les constructions. C'est pour ça qu'on a cette date de 75. Avant, il n'y avait pas d'isolation dans la construction à l'initiale, et à partir de 75, on a commencé à faire de l'isolation. Donc, ça a été un vrai souci parce qu'on s'est réellement rendu compte, nous, professionnels, Lionel Janot pourra l'appuyer, nous, on savait que le DPE avait une conséquence considérable sur le marché, mais la plupart des gens le voyaient comme un outil informatif, un nouveau logiciel, un nouvel outil qui arrivait au 1er juillet, mais finalement, ça serait qu'un outil de plus. Non, ce n'est pas un outil de plus. Le DPE sanctionne la performance énergétique du logement et donne évidemment influe énormément sur la valeur foncière du bien et sur la valeur locative. D'autant plus qu'entre-temps, la loi climat est arrivée, je vous laisserai parler sur la loi climat, et qui nous a donné des indications sur les interdictions les mises en non-décence de logements. J'aime pas utiliser le mot d'interdiction de location parce que c'est pas écrit comme ça dans la loi. On va transformer des logements qui vont devenir indécents. Et donc, il a fallu rééditer, pour éviter ce problème, il a fallu rééditer et calibrer le DPE au 1er novembre tel qu'il devait l'être à l'initial. Thierry, très concrètement, quels sont, si je suis un propriétaire ou son mandataire pour la location, par exemple, ou pour une cession de biens, quels sont les biens qui ont fait ou peuvent faire ou doivent faire objet d'un deuxième DPE? Dans quelles conditions financières? J'ai compris que c'était gracieux. Comment ça se passe? Il y a des professionnels avec nous aussi, donc on va avoir un discours professionnel. Ces professionnels qui vont refaire, parce qu'on les rappelle au téléphone, le DPE, comment eux sont-ils indemnisés? Là, je me préoccupe du destin aussi de diagnostiqueurs. Alors, c'est simplement principalement les DPE qui ont été faits depuis le 1er juillet 2021 au 31 octobre 2021. Ces DPE qui ont été réalisés et qui ont
des immeubles construits avant 1975, D'accord. principalement, et que ce soit des logements en logement collectif ou en maison individuelle, classés en F et G, seront refaits systématiquement. On va envoyer directement aux propriétaires de ces biens les nouveaux DPE, enfin des DPE refaits. Et à ce moment-là, on aura le diagnostiqueur, lui, sera indemnisé par l'État. Il y a toute une procédure d'indemnisation qui est pas encore clairement précisée, mais on a des idées d'indemnisation. Mais déjà à présent, on peut rééditer ces DPE. Et les DPE qui ont été faits toujours pour les immeubles avant 75, qui ont été classés en D et en E, là, on peut avoir aussi des décalages de classe énergétique. Donc, il est intéressant de les refaire. Donc là, c'est à la demande du propriétaire de bien vouloir demander à son diagnostiqueur de le refaire s'il le souhaite, s'ils sont à des classes très proches. Si on est très proche lorsqu'on est en E, on est très proche du D, il est véritablement nécessaire de le faire. Et je dirais même quand on est très proche du C, quand on est en D, il vaut mieux le refaire. D'accord. Donc, c'est systématique pour les passoires énergétiques F et G, et c'est à la demande du propriétaire ou de son mandataire qu'on peut refaire les lettres au-dessus, mais qui sont proches. Tout à fait. D'accord, bon, parfait. Et l'indemnisation, j'y insiste, les règles d'indemnisation sont encore en cours de négociation. Alors, le montant et le ministère. Le montant a été négocié, on a la procédure, c'est-à-dire que la procédure, il faut que les DPE soient réalisés au plus tard le 28 février. Après, ça ne sera plus indemnisable, donc on ne les refera plus gratuitement. Il faut être très clair sur ce sujet. Et nous, à partir du mois de mars, on va relever l'ensemble des DPE qui ont été faits. On fera une facture, on fera un montant de charge à l'État, et l'État nous remboursera au second trimestre 2022. D'accord. Vous vous y retrouvez? Alors, ça dépend des positions, mais c'est vrai que pour moi, c'est 60 €. C'est un montant qui est pour moi assez faible, puisque dans 60% des cas, 50-60% des cas, il va falloir qu'on retourne voir certains logements, puisqu'il y a des distinctions aujourd'hui sur la nature des murs. Est-ce que les murs ont des lames d'air ou pas de lames d'air? Bon, c'est technique. Si les joints, aux fenêtres, y a-t-il des joints ou pas? Et dans une maison individuelle, on peut avoir plusieurs types de fenêtres avec plusieurs orientations solaires. Tout ça, c'est pris en compte. Donc, ça demande quand même, dans la plupart des cas, une revisite. Et quand on a une revisite, un déplacement physique, là, ça va nous coûter plus cher. Bon, d'accord. Encore un mot, et puis Lionel va prendre la parole. Je voudrais que tu précises une distinction qui n'est pas évidente pour tout le monde entre le DPE individuel. Là, on a parlé ensemble à l'instant de DPE individuel fait à l'intérieur des logements, partie privative si on est en copropriété, et le DPE collectif. Alors, ce DPE collectif, est-ce que lui, il est au point? Est-ce qu'il a souffert aussi de réglages? Pas tout à fait clair. Alors, le DPE individuel, lorsqu'on vend son bien et lorsqu'on loue son bien, on doit fournir un dossier diagnostic technique, et dans ce dossier diagnostic technique, la loi du 1er janvier a modifié, les textes sont modifiés au 1er juillet 2021, c'est un DPE au logement qui doit être fourni. Donc, ce n'est bien un DPE individuel. En aucun cas, on pourra fournir un DPE collectif dans la vente ou dans la location de ce logement, ce qui n'était pas le cas au 30 juin 2021. Ça a été modifié au 1er juillet 2021. Maintenant, c'est obligatoirement un DPE individuel, et l'opposabilité qu'on entend par-ci par-là ne s'appuie que dans le dossier diagnostic technique, c'est-à-dire uniquement sur le DPE individuel. Donc, on ne pourra jamais annexer un DPE collectif. L'objectif du DPE collectif, c'est d'entraîner la copropriété, parce qu'on s'est rendu compte que les passoires thermiques sont principalement dans des copropriétés, mais en très, très grande majorité, et donc moins dans le logement diffus. Il nous faut, pour sensibiliser les copropriétés, établir un DPE collectif, faire une liste des travaux et le proposer en copropriété. Il a été également prévu que dans le cas du DPE collectif, qui sera un outil d'aide à la rénovation énergétique, en copropriété, de pouvoir extraire de ce DPE collectif, du travail qui a été fait par le diagnostiqueur, des DPE individuels. Et aujourd'hui, les discussions que nous avons, c'est comment on peut mettre en forme sortir d'un DPE collectif au DPE individuel. Ça, c'est pas simple à mettre en œuvre sur un point de vue tout simplement technique et aussi juridique. Mais le DPE collectif en lui-même, sur les mesures de base, c'est tout simplement une grande maison, donc on sait le faire. Le DPE, aujourd'hui, l'outil fonctionne. Il y a des éditeurs qui ont bien avancé. On doit affiner, dans certains cas, certaines règles.
Donc, on a demandé du temps et surtout, ce qu'on a besoin, c'est de ne pas se retrouver comme au 1er juillet, d'avoir des grosses surprises sur le DPE collectif, d'avoir des grosses erreurs, des erreurs en cascade. Donc, on préfère prendre son temps sur le DPE collectif et être sûr qu'il fonctionne. Parfait. Une question est posée, je l'intercale tout de suite, elle est très concrète. Pour les passoires énergétiques, est-ce que les diagnostiqueurs prennent contact avec le propriétaire ou le mandataire pour refaire le diagnostic, ou est-ce qu'il faut une démarche inverse? Très concrètement, qu'est-ce qui se passe? Il est préférable, mon sens, que les propriétaires et les mandataires demandent au diagnostiqueur, parce que le diagnostiqueur, entre-temps, le vendeur, on ne sait plus si c'est le vendeur, si c'est le propriétaire du bien, si l'acquéreur… On n'a pas, nous, la traçabilité de la transmission du bien. On ne sait pas ça, c'est des choses que nous n'avons pas. Donc, sauf dans le cas de la location, où on a généralement le bailleur. Là, c'est plus facile. Merci beaucoup. On reviendra évidemment vers toi. Lionel, alors je dis que je répartissais les questions. Si tu as des compléments, Lionel, sur les propos de Thierry, ne t'en prive pas, ou des nuances. Autrement, plusieurs autres questions complémentaires. Les relations entre les diagnostiqueurs, on prendra l'avis de Martine Carbois tout à l'heure, mais et les administrateurs de biens, les agents immobiliers, est-ce qu'elles ont souffert de ce risque de dégradation avec le nouveau DPE? Je mets de côté l'épisode de réglage, hein, mais clairement aujourd'hui le nouveau DPE, d'autant qu'on retient, si je ne me trompe pas, la plus mauvaise note des deux, hein, entre l'émission des gaz à effet de serre et la consommation. Donc il y a quand même des risques, même avec un DPE fiable, de voir un logement dégradé en passoire énergétique, ou en tout cas mal noté. Hein, on a eu des enquêtes faisant apparaître bien sûr une vague de mise en vente de la part de propriétaires bailleurs. Bon, est-ce qu'aujourd'hui il y a un durcissement des relations avec les professionnels immobiliers, parce que vous êtes porteurs, hein, comme les messagers antiques, hein, vous êtes parfois porteurs de mauvaises nouvelles. Et puis, je voudrais aussi que tu nous parles de la capacité de l'appareil professionnel à assurer l'ensemble de ces diagnostics aujourd'hui. Il y a une demande extrêmement forte. Est-ce que vous êtes assez nombreux? Est-ce que vous êtes assez formés? Est-ce qu'il n'y a pas de problème de l'appareil de production, comme on dit? Alors, sur les rapports entre professionnels de l'immobilier et professionnels du diagnostic, le DPE a été plutôt un rapprochement entre nous, plus que sujet à séparation. Et j'en veux pour preuve que, ne serait-ce que pour la réédition dans le cadre des FSG, où il y a quand même beaucoup d'attentes de la part des professionnels sur le fait que les FSG allaient sortir de ce classement. Or, si certains sortent, je parle des logements, d'autres le restent, et inversement. Donc ça, c'est une réalité, c'est-à-dire que le nombre global de passoires thermiques va rester sensiblement le même. Donc la problématique de fond que tu as évoquée par rapport à la valorisation des biens et par rapport aux conséquences liées à l'augmentation des loyers, liées à la destination du bien immobilier, va rester entière. Cet arbitrage va même, j'allais dire, la difficulté va s'épaissir. Parce qu'il va y avoir des choix à faire. Donc ça, c'est, j'allais dire, cette logique de réédition n'implique pas pour tous les biens de sortir du FSG. Ça, il faut que ce soit bien clair. Oui. D'autant plus que dans les rapports, comme Thierry l'a dit, la revisite pour un certain nombre de biens va être nécessaire. Donc ça veut dire que, de toute façon, les liens qu'on a avec nos clients de façon récurrente, puisque de toute façon, la plupart des diagnostics ont des liens assez proches avec leurs diagnostiqueurs, puisqu'ils doivent intervenir très rapidement, vont devoir se rapprocher encore plus pour les revisites, pour certains biens, parce que pour d'autres, l'acte sera déjà passé et il ne sera pas forcément utile de revisiter. Pour autant, les éditions des FSG sont automatiques, comme l'a très justement dit Thierry. Oui, en clair, je t'interromps, parce que c'est un point important, c'est du bon sens, mais si un bien était affecté du DPE deuxième génération avec un doute, mais que la location s'est faite ou que la cession s'est faite, sans préjudice, il ne faut pas s'énerver, quoi. Ouais, c'est le lien que va avoir l'administrateur de biens avec le locataire et le propriétaire pour arbitrer entre les deux. Voilà. C'est du bon sens, comme tu l'as dit. Là, nous, diagnostiqueurs, on ne peut pas faire grand-chose, à part de prendre toutes les mesures et même à passer sur place pour bien couvrir la problématique et être sûr que l'étiquette soit représentative. Parce que c'est ça le plus important. Aujourd'hui, tout le monde,
et les professionnels de l'immobilier, et c'est normal, ont un doute sur la fiabilité de l'étiquette. Aujourd'hui, par rapport aux modifications qui ont été faites, aux évolutions du moteur, l'étiquette est beaucoup plus juste qu'elle n'était et plus représentative de capacités intrinsèques et des capacités du bien pour la performance énergétique. Alors, pour les rapports, non seulement dans le quotidien, on est obligé de se rapprocher, et puis surtout, on a des vertus pédagogique, c'est-à-dire qu'on doit accompagner les administrateurs de biens qu'on a souvent au téléphone pour dire qu'est-ce que je fais avec mon bien que je ne peux pas augmenter. Mon propriétaire est furax, parce que c'est ça le quotidien pour le vivre, et c'est pour ça qu'on doit mettre tout en œuvre pour expliquer et accompagner et montrer comment est fait le DPE, et surtout, et on va y venir, et c'est ce qui va faire le lien, c'est les échanges d'informations, ce qui vous pose des difficultés, ce qui nous les pose aussi, c'est la transmission de l'ensemble des informations et de le plus finement possible, avec une traçabilité, pour pouvoir avoir ce DPE. Et c'est vrai que vous n'avez pas toutes les informations et elles vont venir se charpenter petit à petit avec le temps. Oui, parce que, en fait, pardon aux autres orateurs, mais je m'attarde évidemment sur les deux représentants des diagnostiqueurs. Je crois que ce sont des points de départ du débat. Les problèmes de dégradation pouvaient venir, pour vous, du mauvais accès à certaines informations. Quand vous n'aviez pas telle ou telle information, il y avait automatiquement dégradation. Ça s'est passé comme ça? Oui, quand il nous manque des informations, on enregistre les valeurs par défaut. Donc forcément, c'est en défaveur et ça va pénaliser l'étiquette finale. Donc il faut obtenir le plus d'informations. Mais là, on le sait tous, hein, toutes les personnes qui sont là autour savent que obtenir les différentes informations d'un administrateur de biens, un syndic ou auprès d'un propriétaire par rapport aux informations techniques et aussi de travaux qui ont été réalisés, on ne les a pas forcément, elles n'ont pas été structurées pour les transmettre. Donc on a réellement un réel problème. Lionel, il y a beaucoup de questions, mais elles sont toutes bonnes, je ne peux pas les passer sous silence à ce stade. On ne devait plus avoir de DPE vierge en changeant de méthode, puisque comme l'a rappelé ton confrère tout à l'heure, on n'était plus sur de la présentation de facture, on était sur un traitement, on va dire, physique du bien et une mise en équation du bien. Donc forcément, il faut des DPE non vierges. Alors, est-ce qu'on a encore des DPE vierges? Moi, je vous dis que oui, mais je pense que vous le savez tous. Je suis passé dans la rue tout à l'heure, j'ai vu des vitrines avec des DPE vierges, probablement faits récemment, donc il y a un souci. Est-ce que les notaires, aujourd'hui, passent des ventes, la question m'est posée, avec des DPE vierges, puisqu'il y en a encore? On en est où de ces DPE vierges avec non renseignés? Alors c'est très clair. Alors, les DPE vierges que tu peux voir en vitrine sont des DPE d'ancienne génération qui ont été réalisés avant le 1er juillet. Pour autant, ils restent utilisables, mais ils ne portent pas la logique juridique que peut avoir le nouveau. Mais aujourd'hui, on est encore dans la période transitoire qui autorise à réaliser un acte avec l'ancien DPE, avec tous les risques que ça comporte vis-à-vis du locataire ou vis-à-vis de l'acquéreur, puisqu'il faut qu'il ait connaissance qu'il va signer un acte avec un DPE ancienne génération. Donc peut-être… les notaires prennent ce risque, si je puis dire, pour simplifier, ou est-ce que, principe de précaution aidant, ils disent « refaites le DPE, je veux un DPE non vierge ». Principe de précaution étant, ils demandent les nouveaux DPE. D'accord. Alors, je te pose une question qui n'a pas vocation à te coincer, mais il faut être très clair. Moi, j'ai sous les yeux un document qui m'a été transmis par une consoeur, pour te dire, agent immobilier, avec un autre sujet qui est celui des préconisations de travaux. Nouveau DPE, on parle bien du nouveau DPE de 3e génération, préconisation de travaux, ça fait partie désormais des informations données, avec un classement après travaux plus mauvais qu'un classement avant travaux. Alors, comment on peut expliquer ça? Je l'ai sous les yeux, je pourrais le faire passer à chacun d'entre vous. C'est pas une question ad hominem, mais est-ce qu'on peut avoir encore des anomalies avec ce nouveau DPE? Parce que quand même, moi je suis propriétaire bailleur, on me dit, on vous préconise des travaux. Sachez qu'après travaux, votre logement qui était classé
E va être classé F. Je l'ai sous les yeux. Est-ce qu'il y a encore des anomalies? La question, moi je la pose, mais elle m'est posée par d'autres aussi. Hein. Bah, là, faut voir le document, il faut voir le Bon. délai. Je suis d'accord. Bon. Mais on est d'accord, c'est pas cohérent. Hein. Là, c'est pas logique. Donc, il y a une relecture du DPE qui aurait dû être faite, qui n'a peut-être pas été faite, ou alors, clairement, c'est pas normal. Bon, on est d'accord. Benjamin voudrait la parole, je lui donne volontiers, et ensuite on reprend le cours du débat. Benjamin. Oui, merci Henri de me donner la parole. Juste la problématique qu'on a aujourd'hui, c'est celle que tu viens d'exposer. On a en remettant tous les documents, toutes les consommations de certains logements, en ayant des fenêtres en double vitrage, en ayant même un doublage par l'intérieur, on se retrouve encore avec des lettres F et G. Ouais. La difficulté, c'est quelle solution pouvons-nous trouver pour ces professionnels ou même ces propriétaires? Parce que vous évoquiez tout à l'heure l'ancien DPE avec le nouveau DPE, nouvelle formule, mais on n'est même pas dans ce sujet-là. On est déjà dans le nouveau DPE parce que nous, on est déjà dans le présent et le futur, puisque tous nos clients se posent ces questions-là. Donc, la question, c'est qu'est-ce qu'on peut offrir à nos clients, nous professionnels, pour être crédibles? Alors, très bonne question. Tiens, Thierry demande la parole, c'est lui qui va répondre. C'est comme ça. Oui, c'est vraiment une excellente remarque parce que le nouveau DPE a cette particularité d'exiger une excellente enveloppe thermique au niveau isolation, fenêtre, ventilation, ces 3 points c'est important. Isolation, donc ça dépend des maisons, plancher haut et plancher bas, c'est toiture et sous-sol et sol. Mais également, il y a une donne qui a changé énormément, c'est les équipements de production de chaleur. Donc, on a sanctionné les énergies fossiles. Donc, je vous passe le fioul et le gaz, ont été quand même sanctionnés, notamment avec les gaz à effet de serre qui aujourd'hui sont pris en compte dans le DPE. Donc, on peut avoir des DPE, j'ai eu le cas dernièrement, un DPE qui était précédemment en C avec du gaz et qui passe en D parce que on n'a pas changé la chaudière entre l'ancien et le nouveau DPE. Et on a sur les petits appartements, c'est le gros souci que l'on a, c'est que la plupart des petits appartements, on a un problème de ratio également lié au ballon d'eau chaude, à l'eau chaude sanitaire, qui est absolument important et qui peut vraiment plomber, si je peux dire, la classification du DPE de par sa nature. Alors, le DPE, il sort, lui, des notes énergétiques. Le bien a été isolé, mais... Et c'est là où il faut peut-être se prendre en considération par rapport aux exigences du pouvoir public, c'est insuffisant, il faut aller au-delà. Donc, il faut changer les modes de chauffage. Alors, c'est plus facile à dire qu'à faire. Hein. Dans le chauffage individuel convecteur radiateur électrique, il faut passer à la thermodynamique, c'est-à-dire des pompes à chaleur. Lorsqu'on est en gaz naturel ou en fuel, il faut changer d'énergie, peut-être avec des chaudières à bois. Donc là, aujourd'hui, on est en train d'imaginer maintenant des pompes à chaleur au niveau d'immeubles collectifs. Vous voyez un peu le système. Donc, c'est vrai le système est très sanctionnable. Il nous faudra, et c'est vrai que ce n'était pas aussi évident à imaginer, il nous faudra sûrement plus de temps pour accepter que les nouveaux systèmes d'équipement de chauffage intègrent les bâtiments que vous venez d'annoncer, qui sont déjà isolés. Là, un immeuble qui a 15 cm d'isolant dans les murs, on ne va pas lui en mettre 30, hein, on ne va pas l'améliorer, plus que ça. Donc, à un moment, il faut arrêter sur l'isolation, mais il faut changer, il faut réfléchir sur les systèmes. Et donc, c'est tout cela qui a été modifié dans le nouveau DPE. Donc, ça pose évidemment la question de la décision collective en copropriété. On l'a déjà dit dans d'autres débats, mais c'est redit de manière très concrète hein, par Thierry notamment. Tiens, on me demandait, alors j'intercale une question, elles sont très, très précises, hein, très pro. Pour les bâtiments récents, on me parle des informations qui peuvent être transmises par le syndic au diagnostiqueur, appelé à faire un diagnostic global, et on parle du document qui s'appelle le dossier des ouvrages exécutés. Est-ce qu'aujourd'hui, vous recevez ces informations? Est-ce qu'il faut de nouveau en revenir à des destructions de parois pour avoir une vision juste de l'immeuble? En clair, les méthodes aujourd'hui d'appropriation, de connaissances techniques de l'immeuble, est-ce qu'elles peuvent se dispenser
de l'information, ou est-ce qu'en l'absence d'information, vous êtes amené de nouveau à avoir des actions, on va dire, destructrices d'une partie du bâti? Attends. Si je réponds… Oui, parce que tu es là, mais ça peut être Lionel, peu importe. Hein. Tout ce qui est immeuble récent, on a ce qu'on appelle les études thermiques, on a des éléments. Ces éléments, on a fait modifier d'ailleurs dans l'arrêté du 20, j'ai plus en tête la date exacte, dans l'arrêté qui a été modifié, on a fait modifier un texte où on intègre le DPE 9 comme élément d'information sur les structures. Donc, sur les bâtiments récents, on n'a pas besoin de démonter les murs. On doit avoir suffisamment de documents. On doit nous communiquer ces documents. Sur les bâtiments plus anciens, surtout sur du collectif, il faudra bien qu'on puisse faire des investigations beaucoup plus précises. D'accord, parfait. Merci beaucoup. Je reviens. Allez, je reviendrai vers Lionel. Je vais changer de voix. Et puis, je suis sans doute, comme vous tous, impatient aussi d'avoir l'avis de l'administrateur de biens dans cette affaire. On a entendu Benjamin, qui l'est aussi. Martine Cardois, quelle est la situation aujourd'hui? Je parlais d'inquiétude, de désarroi des administrateurs de biens. Je ne sais pas si mon mot est trop fort, déjà, à toi de le dire, pour toi-même et puis tes confrères et tes consoeurs. Tu as des fonctions de représentation professionnelle aussi. Quelle est la situation des portefeuilles de gestion, notamment de gestion locative des administrateurs de biens? Est-ce que c'est une situation inquiétante? Comment vous répondez à cette inquiétude? Quel accueil les bailleurs mandants font-ils à ces nouvelles obligations de la loi climat résilience avec le calendrier d'interdiction de louer, non-décence des logements? Idem pour les copropriétaires. Voilà la situation de base quotidienne de l'administrateur de biens qui a face à lui des propriétaires de biens collectifs ou individuels en mauvaise posture énergétique. Alors, on a quand même des bailleurs inquiets. Pourquoi? Parce que on nous avait prédit à peu près que 30% de notre portefeuille serait donc éligible au classement F et G, donc logement énergivore. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on n'a pas encore de recul pour avoir ce volume-là, mais quand on interroge nos consoeurs et nos confrères, effectivement on se rend compte que il y a un certain nombre de logements, notamment de petites superficies, qui aujourd'hui vont se retrouver sans possibilité de location, avec des loyers bloqués dans un premier temps. Et ça inquiète aussi bien sûr, nous, administrateurs de biens, par rapport à la gestion de ce portefeuille, et également nos bailleurs. Nos bailleurs, ils sont inquiets. Une parenthèse, on est encore en phase, je pense, où il faut faire de la didactique sur les obligations réglementaires. Oui. Tu viens de dire, ça avait été dit par Lionel aussi tout à l'heure, mais très rapidement, interdiction d'augmenter le loyer. Tu peux nous rappeler la réglementation? Parce qu'on a en tête la loi climat résilience avec l'interdiction de louer qui nous paraît encore assez lointaine. On est sur les 3 années qui viennent, mais l'interdiction d'augmenter le loyer, ça c'est vraiment devant nous. Bien sûr, elle s'applique aujourd'hui pour tous les logements donc F et G. Aujourd'hui, effectivement, on ne peut pas réévaluer les loyers. Donc, on doit tenir compte de ces classements. Quand on a eu ces nouveaux DPE au 1er juillet, on a été très inquiets, effectivement, parce que tous ces logements sont sortis avec des consommations dites réelles, qui étaient quand même assez importantes. Ça a attiré aussi notre attention, et c'est là que je rejoins aussi ta question par rapport aux relations avec nos diagnostiqueurs, parce que on a de très bonnes relations, c'est-à-dire qu'ils sont quand même très à l'écoute. Quand on a ces difficultés, ces dossiers qui sortent avec ces consommations importantes, ces classements un peu inattendus, on s'est tourné vers eux et ils ont été donc dans le conseil et l'accompagnement pour rassurer bien sûr nos bailleurs, et donc sur la préconisation aussi de travaux qui va arriver là au 1er janvier 2022. On va afficher en plus du classement ces préconisations de travaux qui vont aussi ralentir, freiner la location. Donc ces logements qui sont classés F et G, qui sont effectivement à la relocation, ont aussi une double peine dans les secteurs où il y a des loyers encadrés. Je pense à Lyon. Lyon vient de rentrer dans les loyers encadrés. Mes confrères, mes consoeurs de Lyonnais me disent c'est la double peine sur Lyon. Non seulement on nous encadre les loyers, et en plus
classement F et G, donc on va sortir une partie de ces logements du parc locatif. Donc, nous, on se sent pénalisé parce qu'effectivement, on se dit que va-t-on faire de ces logements? Ils vont partir à la vente, certes. On a un portefeuille peut-être en diminution. Oui, mais à la vente, ils vont être pénalisés aussi. À la vente, et alors, voilà. Et donc après, effectivement, alors là, sur la partie vente, on constate déjà que ces logements mal classés, donc une diminution de loyer, enfin une diminution de prix, pardon, avec effectivement cette possibilité de ne pas pouvoir louer. Et donc, forcément, on va aller vers des négociations de prix par rapport au volume de travaux. L'acquéreur va faire des offres de prix en fonction de la préconisation de travaux. Donc, on va se retrouver peut-être avec un peu plus de biens à la vente, mais effectivement, une moins-value et une négociation un peu plus importante sur ces logements-là. On n'a pas parlé de l'opposabilité, ça a été cité, je crois, par Thierry. On sait que le nouveau DPE est désormais opposable. Alors, est-ce que cette opposabilité juridique, c'est-à-dire cette force majorée, tu vas nous dire ce qu'est l'opposabilité de manière très concrète, est-ce que ça a de quoi inquiéter aussi les professionnels ou leurs clients? Est-ce qu'il va y avoir des contestations, des remises en question de contrats, de location ou de vente? Alors, c'est vrai qu'entre la période du 1er juillet au 1er novembre, ces diagnostics qui ont été faits, qui sont quand même d'un volume assez conséquent, quid effectivement de ceux qui étaient mal classés. Derrière, on a engagé un bailleur et un locataire sur un classement qui était donc erroné. C'est sur cela, effectivement, les ventes aussi, avec des classements qui étaient erronés. C'est sur ce volume de diagnostics qui ont été réalisés où effectivement il peut y avoir des recours, où il peut y avoir des contestations et bien entendu le bailleur ou le locataire pourra actionner. Et là, on est, je sais pas, au niveau des réponses juridiques, on verra effectivement comment ça va se gérer. Alors, nous, professionnels, on a incité tous les diagnostics qui ont été réalisés, on a incité effectivement à ce que ça soit refait, c'est-à-dire on s'est rapproché de nos confrères diagnostiqueurs pour que on puisse les refaire. Mais les engagements contractuels, notamment les baux, eux ne peuvent pas être remis en cause. Voilà, donc c'est ça le vide juridique, ou du moins ce qu'il va se passer dans les mois à venir. Martine, plusieurs questions qui sont posées. Il y en a des tonnes. Alors, pardon pour ceux qui ne seront pas cités. Je vais faire le maximum. Moi, j'en pose une. Tu disais tout à l'heure, on revient vers les diagnostiqueurs et donc on refait le diagnostic quand il le fallait. J'entends, je mets les pieds dans le plat, qu'il y aurait encore, je posais la question à Thierry et à Lionel, des accommodements avec le ciel. C'est-à-dire, en clair, est-ce qu'on voit des diagnostiqueurs aller corriger une copie pour que l'étudiant soit reçu, si je puis dire, sans autre forme de procès? Ou est-ce qu'il n'y a pas de problème de rigueur et de sérieux dans la profession de diagnostiqueur? Je te pose la question franchement. Alors, je vais la poser aux intéressés, évidemment. Ce sont on va dire des diagnostiqueurs sérieux. Aujourd'hui, ils remettront en cause, du fait de l'opposabilité, leur assurance et leur aussi fiabilité de leur côté. Ils sont plutôt à l'écoute. Ils sont conciliants dans le fait où si on leur donne effectivement des éléments concrets, dans ce cas-là, effectivement, ils peuvent refaire en fonction de ce qui a été fourni, puisqu'il leur faut quand même aussi beaucoup d'éléments là-dessus. Mais non, il y a pas de… Enfin, en tout cas, moi, avec qui je travaille, j'ai pas j'ai pas de souci là-dessus. Est-ce que vous avez des problèmes, je parle de la profession, pour trouver le diagnostiqueur? Tout à l'heure, j'ai interrompu Lionel, mais je reviendrai vers lui ou vers Thierry. Est-ce qu'il y a assez de diagnostiqueurs aujourd'hui pour répondre à la demande importante de DPE à la location à la vente? Le maillage national est quand même fourni. Bien sûr, je pense qu'il y a des régions plus ou moins peut-être effectivement un peu plus en pénurie. Il y a eu une surchauffe de demandes à partir du 1er juillet parce que pour la transaction notamment, moi, il n'était pas question que je fasse une vente avec un DPE vierge, même s'il est encore valable. Je n'ai pas fait non plus de location avec les DPE vierges. Donc, effectivement, il y a eu un peu de surchauffe l'été
du fait de la saisonnalité aussi de la partie locative. Mais non, au niveau du maillage aujourd'hui, quand même, on trouve de nos professionnels diagnostiqueurs. Ta réponse est claire. Alors, accompagne. on me pose aussi une question qui s'adresse au syndic de copropriété que tu es, notamment. Est-ce qu'il est normal que le syndic fasse payer les informations relatives au système de chauffage collectif? Alors, ça pose tout le lien entre vous et les diagnostiqueurs. Les diagnostiqueurs, on l'a dit tout à l'heure avec Thierry, ont besoin d'infos, ou avec Lionel, ont besoin d'infos pour faire leur travail. Vous devez leur transmettre cette info comme syndic, voire comme gestionnaire locatif. Est-ce que c'est normal que vous fassiez payer ce geste? alors, ces informations, elles sont sur leur intranet. C'est-à-dire que dans l'espace client, il y a des informations obligatoires que doit fournir le syndic sur la consommation. Donc déjà d'une part. Ensuite, lorsque on émet un état daté ou un pré-état daté, il y a aujourd'hui le montant est encadré. Par contre, si des éléments supplémentaires nous sont demandés, effectivement, il y a une facturation sur devis, c'est-à-dire que le syndic propose un devis en face. Donc, il y a une acceptation par le vendeur ou l'acquéreur. En général, c'est le vendeur qui nous le demande au profit de l'acquéreur. C'est souvent, ça passe souvent par le notaire. Donc, si c'est des éléments qui sont fournis sur l'espace client, l'accès est direct, sans effectivement facturation. Si par contre on nous les demande en plus, en dehors de l'état daté, effectivement, il y a une facturation sur devis qui est faite. Dernière question avant de revenir vers toi, bien sûr, la question des travaux. Et on va approfondir ça avec Pierre et avec Émilie. Est-ce qu'aujourd'hui, des propriétaires bailleurs dans ton portefeuille, tu parlais d'un tiers qui risquait d'être 30%. menace voilà, des passoires énergétiques, mais même lorsqu'on est classé E, enfin, on sait qu'il va falloir remédier à ça. Est-ce que d'ores et déjà, des propriétaires bailleurs te demandent d'engager des travaux de rénovation environnementale? Est-ce que les entreprises sont faciles à trouver? Je pense notamment à la qualification reconnue garant de l'environnement, hein, RGE, qui est exigée pour bénéficier des aides publiques. Voilà, ton regard sur votre rôle de commanditaire des travaux. Alors, un bailleur, lorsque effectivement il a besoin de travaux pour sortir de cette catégorie énergivore, s'il est en copropriété, il faut qu'il participe aux assemblées, aux discussions, aux échanges pour mener à bien ce projet. Nous, syndic, c'est un vrai projet d'accompagnement. C'est-à-dire qu'on doit informer les copropriétaires, on leur doit toute information et les accompagner au mieux pour effectivement réaliser ces travaux. On a un organisme qui s'appelle FAIRE, F-A-I-R-E, qui effectivement nous aide à établir un diagnostic de l'ensemble de la copropriété, quels sont les travaux qu'il faut effectivement faire et l'explication aux copropriétaires, bailleurs, pour arriver à mener à bien ces travaux et à ce projet de rénovation énergétique. Bien entendu qu'on doit, nous, syndic aussi, être dans l'explication auprès de nos copropriétaires et s'appuyer sur tout ce qui est maître d'ouvrage, tout ce qui est expertise en maître d'ouvrage, parce que c'est un vrai savoir-faire. C'est pas le rôle du syndic. Nous, notre travail, c'est d'aller chercher l'information, c'est de trouver l'accompagnement, de trouver les financements aussi, pour pouvoir arriver effectivement à faire ces travaux énergétiques. Parfait. On va parler de financement. Tu as cité le mot de façon approfondie avec Pierre. J'intercale une question. On me fait observer que 60% des questions techniques, des points techniques à renseigner dans les DPE ne sont dans aucun document existant sur les extranets copro. Alors, tu citais les extranets comme une source. Et il y a quand même, c'est un diagnostiqueur qui en fait l'observation, j'imagine, il y a quand même des informations qui ne sont pas dans l'extranet pour lesquelles vous devez intervenir. Bien entendu, effectivement, on nous a
depuis le 1er juillet, demandé beaucoup d'informations. Il y a eu là aussi, nous, de notre part, une surchauffe de retour d'informations aux diagnostiqueurs. On a pris un certain temps et certaines informations, on ne les a pas. Quand on reprend une copropriété qui est gérée depuis plus de 20 ans par un autre syndic, on l'a repris depuis 2 ans, pour trouver l'antériorité, pour nous, c'est quand même très compliqué d'aller retrouver ces informations-là. Il nous faut aussi un certain temps et on n'était pas préparé non plus à ça dès le 1er juillet. Donc, effectivement, souvent, on a les réponses et puis d'autres fois, et effectivement, ça nous pose aussi, nous, un souci de notre côté. Merci beaucoup, Pierre, et merci de ta patience. Je crois qu'il est logique que tu viennes aussi à ce moment du débat. On a cité la question du financement, on parle d'accompagnement des clients, d'inquiétude, il faut les faire basculer pour qu'ils engagent ces travaux. Est-ce que tu veux bien nous dire déjà quel est le métier d'Elio, sur quelle intuition, tu étais presque dans l'acte de naissance du groupe que tu présides aujourd'hui, sur quelle intuition Elio s'est-il créé, et puis ensuite, très concrètement, quels sont les problèmes de ton balcon qui se posent avec les DPE individuels ou collectifs, auxquels tu es amené à répondre, ou en tout cas à contribuer à apporter des réponses. D'accord, merci. Rebonjour à tous, Pierre Maillard, donc Elio. Et sur quoi on s'est lancé? Alors, je ne dirais pas que c'était sur une intuition, mais c'était plutôt sur un constat, qu'il y avait beaucoup de dispositifs qui commençaient à se lancer, dispositifs d'aide à la rénovation énergétique. Et puis, il y avait ce mouvement qui commence à être lancé, enfin, je veux dire, sans faire de politique, aujourd'hui, qu'on soit extrême gauche, extrême droite, au milieu, ils sont tous devenus écolos, ils ont tous des programmes écolos. Il y a 10 ans et il y a 12 ans, ce n'était pas du tout le cas. Et ils étaient pas, voilà, on parlait d'écologie, on se faisait claquer la porte au nez, on parlait, sans parler d'écologie pure, mais de transition énergétique ou de rénovation énergétique. On nous parlait en nous disant combien ça coûte, qu'est-ce que ça m'apporte, qu'est-ce que ça apporte à mes locataires. C'était le sujet. Donc, au début, on se faisait un peu claquer la porte au nez quand on allait juste informer. Et notre boulot, en fait, c'est tout simplement d'informer d'un droit à. Voilà, aujourd'hui, il y a un panel de choses qui existent. On parlait d'aide, on parle de financement, on parle d'années de référence, on parle de décrétation, on parle de plein de choses aujourd'hui. Le tiers payant. Voilà, le tiers payant, voilà, exactement. Et je pense que notre travail, c'est surtout de simplifier ce qui est complexe aujourd'hui, ce qui paraît complexe. Et c'est surtout d'informer. Pour information, donc on parlait des DPE, il y a quand même 50% des personnes qui ne savent même pas quelle est leur lettre de leur logement. Il y a 80% des gens qui précisent que ce n'est pas un point décisif dans un acte d'achat. Ils s'en fichent, entre guillemets. Il ne faut pas oublier ça. Donc, aujourd'hui, sur le DPE, d'abord, je pense qu'il faut s'en féliciter, c'est qu'enfin, on va arrêter de faire de la paperasse, des documents inutiles ou de l'information inutile, parce qu'aujourd'hui, c'était complètement inutile. On parlait des DPE vierges, je ne sais pas quel était le pourcentage de DPE vierges qui était donné ou donné à un notaire au moment de l'acte, parce qu'il fallait le faire à la dernière minute. Évidemment, le vendeur avait oublié de le faire. On a parlé de 50% il y a encore quelques mois. C'est honteux d'avoir eu, à mes yeux, un dispositif comme ça et d'avoir eu un ensemble de, voilà, à mes yeux, toute une filière qui travaillait là-dessus, entre guillemets, pour rien, et juste pour faire plaisir ou pour remonter des informations. Et en plus, ce qui était un peu erroné, parce qu'aujourd'hui, on change la méthode de calcul. Donc, aujourd'hui, on va enfin se baser non pas sur des informations, mais sur le bâti lui-même, sur le logement. Donc, déjà, je trouve que c'est un super point. Ça donne une bonne information, ça donne une transparence sur dans quoi on va habiter. Voilà, qu'on soit locataire ou propriétaire demain. Aujourd'hui, il y a une sorte de panique un peu, je trouve, sur ce sujet du DPE qui est complètement justifié de la part de propriétaires, voilà, de la part de bailleurs. Et pourtant, je pense pas qu'il faut paniquer. Au contraire, il faut s'en servir comme un rebond. Il faut arriver à faire de la valorisation. Quand on va se taper une mauvaise note, voilà, malheureusement, c'est comme à l'école, comme au collège. Il va falloir travailler pour rebondir dessus et arriver à faire une valorisation supplémentaire, que ce soit pour éviter d'avoir de la perte. En plus, en faisant, ça va être légal. Donc, vous allez avoir soit une perte locative, soit une perte de valeur foncière. Donc, à l'inverse, si vous faites un rebond dessus, vous faites des travaux, vous allez du coup faire une valorisation foncière, une valorisation locative. Et améliorer en même temps le confort, la qualité, etc. Le problème, c'est qu'il y aura du reste à charge. C'est clair. Donc, le sujet, c'est le financement.
Le sujet, c'est comment est-ce qu'on va arriver à porter ce financement-là. Aujourd'hui, il existe un panel d'aide que nous, Elio, on essaie de porter, d'informer au maximum, d'être aussi force de proposition auprès du gouvernement, de la DGEC, voilà, et des différents ministères, pour leur remonter de ce qu'on voit sur le terrain, des difficultés qu'il y a à cette rénovation qu'on veut lancer, notamment on parle beaucoup de rénovation globale, on parle d'AMO, on parle d'accompagner les copropriétés, on parle de tous ces sujets-là, c'est un peu flou. Et aujourd'hui, on remet, et je rejoins aussi Mme Cardois là-dessus, sur le rôle des syndics, le rôle de l'ensemble de ces professionnels-là, on leur remet quasiment tout sur le dos. Et aujourd'hui, il faut qu'ils soient à la fois auditeurs énergétiques, conseillers en financement, préconisateurs de travaux, on leur remet tout sur le dos, et les bailleurs, les propriétaires, ils vont conseiller nous qu'est-ce qu'il faut faire. Et entre guillemets, ils ont déjà un peu de boulot, c'est pas forcément leur travail de le faire, et puis il y a une histoire de formation et d'expertise, parce qu'on n'est pas tous, autour de la table, il y a des gens qui c'est leur métier, on n'est pas tous experts et auditeurs énergétiques à lancer. Donc, il faut les accompagner, et il y a un accompagnement à faire de A à Z, et quand il y a un projet de rénovation qui se lance, que ce soit sur une maison individuelle, que ce soit sur une copropriété, on doit pouvoir, basé sur cet audit, faire une préconisation de travaux, accompagner, informer de l'ensemble des solutions de financement qui existent et de porter ces solutions. Pierre, deux, trois choses. Il m'est signalé par Benjamin, je cite mes sources, mais je pense que beaucoup pourraient le dire, Martine aussi, que les DTG, donc la démarche diagnostique, elle est inscrite à l'ordre du jour des assemblées générales depuis longtemps, dit Benjamin, sans qu'il y ait de suite. Cette sensibilisation, est-ce que ta société, avec les professionnels de la gestion de copropriété, vous arrivez à la faire? Est-ce que vous arrivez à faire basculer dès le début, c'est-à-dire dès le choix de faire un diagnostic, les syndicats de copropriété? Le point le plus important, c'est exactement ça, c'est dès le début. En fait, il faut être là dès le début. Dès qu'on va entamer les discussions dessus, il faut mettre autour de la table, dans les AG, dans les informations, dans les courriers, dans les lettres, il faut mettre les experts. Il faut mettre des gens qui savent de quoi ils parlent. Sachant qu'on peut financer aussi la démarche diagnostique. Hein. Elle-même, elle donne de l'argent. Hein. Elle-même, elle est finançable. Donc, voilà, elle-même, elle est finançable. Sur l'audit, elle est finançable. Voilà, à hauteur de 500 €. Il y a des aides. Et sur les logements, c'est 180 € par logement. Elio, nous, on s'est engagé à faire 15% de survalo. Donc, c'est un petit bonus supplémentaire qu'on met pour tous ceux qui vont se lancer là-dedans. Donc, au lieu de 500, voilà, on va aller chercher un peu plus. Et c'est plein de sujets comme ça sur lesquels on essaye de favoriser, d'accélérer cet élan vers cette rénovation énergétique qui, en fait, honnêtement, elle est bonne pour tout le monde, in fine. Le problème, c'est le in fine et c'est le laps de temps qu'il y a. Donc, il faut porter ça. Il faut porter ce financement-là. Autour de la table, on n'a pas de banquier, mais pourtant, c'est un rôle qui est indispensable. Aujourd'hui, on ne les met pas assez dans la boucle, les banquiers. Il faut qu'ils soient un peu plus dedans. Ça commence à… Voilà, il y a des petits prémices, il y a des choses qui se lancent un peu à gauche, à droite. Mais aujourd'hui, ils sont à mes yeux pas assez autour de la table. Et pourtant, ils sont capables de faire des prêts immobiliers à 20 ans ou à 25 ans sans avoir de notion de quel sera le prix de l'IMO dans 20 ans. Et par contre, sur porter des travaux sur 3 ans, alors qu'on a une visibilité un peu supérieure sur la valorisation foncière ou locative de biens dans 3 ans ou dans 5 ans, voilà, on devrait être capable de trouver des solutions. C'est ce que nous, on apporte. Je te rassure, si mes camarades organisateurs en sont d'accord, on fera un débat avec les banquiers, les courtiers spécialistes. Ils sont en train de travailler, on peut bien le dire, mais Absolument. Il y a du retard à l'allumage. C'est bien que tu le mentionnes. Et les professionnels immobiliers, dernière question avant d'aller vers Émilie. Est-ce qu'ils ont le réflexe d'avoir recours? Tu disais tout à l'heure, on leur met tout sur les épaules. Martine disait, on ne peut pas tout faire. Est-ce que le réflexe de plugger, je vais être à la mode, leur service sur votre service, Elio ou d'autres, mais en particulier ton groupe, est-ce que ce réflexe, aujourd'hui, il est là, quoi? La réponse, elle est d'abord sur l'effet sur les propriétaires et les bailleurs, c'est 75% des gens, des personnes, des propriétaires et bailleurs qui ne sont pas informés par leur syndic de ces dispositifs-là. Voilà, ça, c'est un constat, c'est une étude. C'est pas c'est pas un reproche envers les syndics, c'est juste un reproche envers l'information et envers la formation. Ça veut dire déjà qu'il faut accompagner ces professionnels-là pour qu'ils puissent être informés qu'il existe ces dispositifs-là, pour qu'ils puissent après orienter leurs projets de travaux, les assemblées générales, leurs copropriétaires vers nos sociétés pour qu'on puisse les accompagner, voilà, faire un accompagnateur, un ensemblier, voilà, un accompagnateur de A à Z de cette rénovation en étant capable
de suivre et d'accompagner sur tous les projets, voilà, audit, préco de travaux, gérer cinq corps de métier des professionnels du bâtiment. Tout ça, voilà, il faut les gérer. Gérer la partie financement, gérer le cas par cas sur est-ce que c'est plus intéressant d'aller faire une rénovation globale au sens du dispositif ou est-ce qu'il faut aller travailler du geste par geste, de l'opération geste par geste. Il y a plein de sujets. Parce que le geste par geste, c'est pas pour solde de tout compte, on peut programmer sur plusieurs années des gestes successifs. Exactement. Il y a les plans pluriannuels de travaux donc, qui sont maintenant qui deviennent obligatoires. On va devoir programmer, on a des budgets qui sont alloués pour ça. Voilà, faut, malheureusement ou heureusement, j'ai envie de dire heureusement, on est obligé de les chiffrer, de les planifier, de fixer des échéanciers. Il faut que ce soit, on fait en toute transparence, c'est fait par des experts, on fait par des gens qui sont sur le terrain. Et voilà, aujourd'hui, on est 300 personnes, sur les 300 personnes, il y a 100 personnes qui font que de la paperasse et il y a 200 personnes qui sont sur le terrain. Bon, j'avais un peu de retard sur le site du Cercle, on verra 250 personnes, on rectifiera. Une société en pleine croissance et on comprend pourquoi. Émilie, merci Émilie d'avoir patienté. Alors, même chose, je crois qu'il y avait une logique en arrivée au résultat de tout ça, la démarche diagnostique avec toute sa complexité. J'espère qu'on y voit un peu plus clair après 3 gros quarts d'heure de débat. Est-ce que la question des travaux est facile à traiter? On entend que la réponse est non. Le métier de courtier en travaux, si tu le veux bien, Émilie, commence par là. C'est un nouveau métier. 2 mots sur ce métier et sur l'enseigne que tu représentes, qui fait ce métier de courtage en travaux. Et puis ensuite, je te demande tout de suite, est-ce que les professionnels ont le réflexe, je parle des administrateurs de biens ou des agents immobiliers, de recourir à des courtiers en travaux, comme j'ai posé la question à Pierre à l'instant? Alors tout d'abord, bonsoir à tous, rebonsoir à tous. Effectivement, je suis courtier en travaux. Alors on a toujours l'impression que le métier est assez jeune. Il a, en vérité, si on creuse un petit peu, on trouvera il y a 35 ans déjà la création de premières sociétés qui faisaient du courtage en travaux qui s'appelait Point Artisan. Et le groupe La Maison des Travaux, qui est donc la franchise avec laquelle je travaille, elle existe depuis déjà 15 ans. Et un maillage national, puisqu'aujourd'hui, on est 140 courtiers sur l'ensemble de la France. J'avais du retard là aussi, j'ai dit 120. C'est pas grave. On développe. Il y a eu beaucoup de développement ces derniers mois, ces dernières années, effectivement. Le courtier en travaux va avoir pour vocation en fait d'accompagner, que ce soit un particulier, un professionnel ou une collectivité, un syndicat des copropriétaires dans un projet de travaux. Comme le disait tout à l'heure Pierre Maillard, le plus important, alors là on parle de travaux en rénovation énergétique, mais c'est d'une manière générale, il faut toujours bien prendre les dossiers, les projets de travaux doivent être réfléchis en amont. Il faut pouvoir avoir l'ensemble des cartes entre les mains pour pouvoir vraiment faire un projet, construire un projet pérenne et qui atteigne les objectifs qu'on a envie de se fixer. Donc, c'est vrai qu'il faut donc pouvoir préparer tout ça. Le courtier va travailler sur la sélection des entreprises, puisque c'est la majorité du travail du courtier, c'est de vérifier la santé financière, la situation juridique, visiter les chantiers, faire une enquête de satisfaction clientèle des entreprises qui souhaitent travailler avec eux, leur faire signer une charte qualité. Donc effectivement, nous, on a tout ce travail en amont de sélection et d'engagement des entreprises qui seront amenées à travailler avec nous pour nos différents projets. La question du RGE, parenthèse, oui. La question du RGE, oui. Qui veut dire reconnu garant de l'environnement. Donc, ce sont des entreprises, je vais te laisser le dire en 2 mots, mais qui, lorsqu'on recourt à elles, permettent l'accès aux aides publiques. Donc, c'est important. Est-ce qu'on les trouve aisément? Est-ce qu'elles sont assez nombreuses quand on est à Paris, dans le 17e ou ailleurs, peu importe? Alors, on les trouve assez facilement. Donc là, je vais faire appel à ce que disait tout à l'heure Martine Cardois. C'est le site FAIRE référence extrêmement bien les professionnels qui sont certifiés, reconnus RGE. Les sociétés RGE sont des entreprises qui doivent remplir un certain nombre d'obligations légales pour pouvoir justement faire bénéficier le client final d'un certain nombre d'aides, également de l'éco-PTZ, également la TVA à taux réduit à 5,5%, et les certificats d'économie d'énergie. C'est majeur. Voilà. Il y a à la clé de ces choix des enjeux financiers de première importance, quoi. Exactement. Soit pas. Exactement.
Alors aujourd'hui, et ça c'est vrai que je l'avais préparé également dans mon propos, on a parfois, il faut même au sein des entreprises RGE quand même faire une enquête de qualification des professionnels parce que bon, les critères pour lesquels sont donnés parfois peuvent être peut-être un peu simples ou simplistes. Le savoir-faire n'est pas forcément répercuté à l'ensemble des échelles des intervenants sur le chantier. Donc oui, on va peut-être avoir le chef d'équipe qui va être parfaitement qualifié et formé, mais l'entreprise n'aura peut-être pas mis les moyens nécessaires pour pouvoir former l'ensemble de ses ouvriers sur le savoir-faire et une bonne qualification des projets. Donc effectivement, jusqu'à maintenant, avec le système des RGE, on va dire que le gouvernement, enfin l'État, a souhaité mettre une qualification en amont. On arrive de plus en plus, et on le constate sur certains de nos chantiers en rénovation énergétique, qu'on va avoir des contrôles a posteriori également pour une bonne vérification de la bonne utilisation des bons matériaux et d'un bon savoir-faire pour pouvoir effectivement ouvrir droit à un certain nombre d'aides et de financements. Donc ça, c'est important, c'est-à-dire que oui, il y a un listing qui existe, oui, les entreprises sont RGE, mais en tant que professionnel des travaux, je préfère avoir un petit peu ce discours où il vaut mieux quand même aussi faire une enquête sérieuse ou en tout cas rechercher à avoir des entreprises sérieuses et donc à les qualifier de manière approfondie parce que ce label RGE, à mon sens, en tout cas, parfois est donné un petit peu de manière légère. Voilà. Alors, c'est très important de le dire. Aujourd'hui, je me trompe si je dis qu'il y a entre 10 et 15% seulement des entreprises qui sont RGE. C'est le chiffre que j'ai en tête. C'est à peu près la proportion, 1 sur 6. C'est à peu près la proportion. Elle tend à gonfler, à augmenter, oui, puisque la situation aujourd'hui devient aussi intéressante pour eux. C'est-à-dire que voilà, il y a clairement un réel marché, mais dans quelles conditions il faut que ça se fasse. Et c'est là où il est important de s'entourer des bonnes personnes quand on va lancer des travaux pour pouvoir être conseillé et pouvoir bien cibler. Tout à l'heure, vous me demandiez si les professionnels de l'immobilier avaient le réflexe de faire appel aux courtiers en travaux. Non, et je les comprends, puisque j'ai été à leur place pendant 13, presque 14 ans, puisque j'ai été syndic de copropriété et manager d'une équipe de syndic pendant 14 ans en région parisienne. Donc, effectivement, ce n'est pas un réflexe qu'on a. Par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, les obligations légales qui sont sur les épaules des administrateurs de biens, mais également des gestionnaires locatifs, sont telles et qu'elles augmentent chaque jour un peu plus. Il y a énormément à faire et que finalement, le travail de qualification des entreprises, qui est extrêmement chronophage et qui est un métier en soi, devient complexe et compliqué pour eux. Donc, pour certains types de travaux, on va avoir un sérieux, on va avoir aussi des affinités qui vont se créer, oui. Pour d'autres projets d'un certain type d'ampleur, en tout cas, et d'investissement financier de la part de leurs copropriétaires, de leurs clients finaux, c'est important de pouvoir s'entourer des bonnes personnes et d'avoir autour de la table les différents acteurs qui pourront les aider à sélectionner les bonnes personnes, à pouvoir travailler le financement et à pouvoir travailler également la tarification des travaux comme il se doit. Émilie, le modèle économique des courtiers en travaux. Le modèle économique des courtiers. Comment ? Alors, nous, on se rémunère auprès des entreprises qui ont les travaux, exactement, qui sont sélectionnées. Si vous voulez, on leur permet également à eux, parce que très souvent, c'est aussi ce qui est constaté, c'est-à-dire que, bon, on a fait passer un entrepreneur, il avait l'air très sérieux, mais ça fait 3 semaines que j'attends son devis. Donc, il y a un petit peu ces retards, c'est-à-dire que, et puis parfois, certains entrepreneurs ne savent pas bien valoriser leur savoir-faire ou bien, en tout cas, qualifier la nature des travaux qu'ils ont pu réaliser et la valeur ajoutée qu'ils vont avoir sur un chantier ou sur un projet de manière plus globale. Donc, nous, on va avoir plutôt vocation à être un commercial dédié, détaché, qui va permettre de pouvoir valoriser le savoir-faire des entreprises qu'on aura, nous, en amont, qualifié, sélectionné et surveillé. Et également d'avoir ce rôle de tampon un peu qui permet aussi de peut-être simplifier les termes, de pouvoir un peu vulgariser, de pouvoir rendre plus abordables certains termes qui sont rattachés aux travaux, de pouvoir un
petit peu aussi parce qu'un projet, alors on est là dans la rénovation énergétique, on a parlé de la copropriété, mais quand on est sur une maison, il y a aussi de l'affect, on est chez les gens, on est dans l'intimité, on est dans tout ce genre de choses. Et c'est vrai que du coup, parfois, les entrepreneurs, et c'est bien normal, n'ont pas le temps à accorder en fait aux clients, en tout cas comme lui, il le souhaiterait. Et donc nous, on permet aussi de faire un petit peu ce tampon et de passer ce temps nécessaire sur la discussion, sur certains détails, sur peut-être soulever quelques craintes, enfin voilà, de pouvoir les accompagner vraiment. Et le but du courtier, c'est vraiment d'accompagner dès le début, un peu comme le ferait un chef d'orchestre, et de pouvoir amener justement les différents acteurs des travaux, puisqu'on va s'entourer soit d'une assistance à la maîtrise d'ouvrage, mais également d'un maître d'œuvre, également parfois d'aide au financement. Enfin voilà, donc on a des AMO qui font de l'aide au financement également, de la levée de fonds, enfin de la levée d'aide et de subventions, pardon. Donc voilà, c'est de pouvoir être vraiment en amont du projet, accompagner, parfois faire réaliser certaines choses aussi aux clients. C'est-à-dire qu'ils ont vu quelques préconisations et pas foncer tête baissée sur ce qu'on leur a donné comme préconisation, d'avoir une réelle réflexion sur le projet d'amélioration de leur habitat. Émilie, deux choses. La question des prix, est-ce que cette qualification RGE, dont on a entendu qu'elle avait du prix, mais que ça ne suffisait pas, il fallait regarder de près, et c'est le travail que tu fais, est-ce qu'elle induit des prix plus élevés? On entend beaucoup ça. Je pense que c'est une question que les administrateurs de biens se posent. Est-ce qu'il faut forcément s'attendre à des prix majorés parce qu'une entreprise va être RGE et qu'elle va y prétendre? Et puis la question aussi des relations entre les corps d'État. Je me rappelle une phrase de Philippe Pelletier il y a très longtemps qui disait « La transition énergétique, ça va obliger les entreprises à apprendre à travailler ensemble ». On sait qu'il y a des problèmes de coordination entre les corps d'État quand on n'a pas une entreprise générale. Voilà, est-ce que ça, c'est un problème auquel vous veillez aussi en liaison avec les administrateurs de biens? Oui. Oui. Alors, il y a d'abord donc la question des prix. C'est un peu le pendant de ce que j'expliquais tout à l'heure sur la qualification des entreprises. On a malheureusement des entreprises. Alors, il y a des prix qui ont augmenté. Il y a aussi des prix qui sont plus chers chez des entreprises RGE qui se justifient parfaitement par rapport justement à un investissement de formation, de matériaux spécifiques, de mode de fonctionnement, voilà, d'économie de la société même, de l'entreprise elle-même, qui fait que voilà, c'est inhérent, donc on ne peut pas. Ça s'explique parfaitement. Parfois, malheureusement, justement, quand on va creuser un peu la question, il y a le sujet de la qualification de l'ensemble des intervenants sur le chantier, mais aussi du prix justifié, parfois un peu gonflé, puisque comme il y a cette aide sous-jacente à la réalisation de travaux, bon, voilà, évidemment, des entreprises mal intentionnées vont parfois gonfler les tarifs en justifiant de qualifications, etc., mais qui n'auront peut-être pas réellement investi de manière aussi approfondie. Donc, on va avoir ce côté-là sur le prix. Donc, c'est là où il faut vraiment y veiller. Un prix s'explique parce que souvent, nous, on a des clients qui nous disent c'est cher. C'est cher par rapport à quoi? Quel est vraiment voilà, sur quoi est-ce que vous vous basez pour dire que c'est cher? Le matériel, la main-d'œuvre, le mode de fonctionnement, le type de société qui intervient, enfin tout ça, ça rentre en jeu. Donc c'est là où nous, on va les aider justement à étudier. On a souvent des clients aussi qui viennent nous voir, ils ont déjà fait faire des devis un peu partout et du coup, ils sont un peu perdus. Et le but, c'est que nous, on puisse les aider à y voir un peu plus clair et pouvoir comprendre aussi peut-être pourquoi des différences de prix et peut-être les aider à choisir le bon intervenant. Sur la coordination entre les entreprises, puis j'ajoute une question qui m'est posée, qui t'est posée en fait. Il m'est demandé, dès lors que la rénovation énergétique est pilotée par un assistant à maîtrise d'ouvrage, un AMO, et un maître d'œuvre qui établit le cahier des charges, à quel stade le courtier peut-il trouver sa place dans la chaîne de valeur? Voilà, donc à quel moment vous entrez dans la chaîne de valeur? Où êtes-vous? Et puis, cette coordination entre les entreprises, est-ce que c'est un sujet aujourd'hui auquel il faut veiller spécialement avec la transition environnementale?
Alors, de toute manière, la coordination des entreprises, il faut qu'on y veille à chaque fois qu'on va lancer un projet de travaux. Alors spécifiquement, oui, sur la rénovation énergétique, puisqu'on est parfois sur des types de matériaux qui demandent des applications très spécifiques. Et il faut clairement que l'ensemble des chaînes de compétences soient parfaitement coordonnées pour qu'on puisse avoir quelque chose de réellement qualitatif et qui aura un réel impact ensuite sur les diagnostics ou audits qui seront réalisés a posteriori. Donc ça, oui, nous, on ne la réalise pas, puisque en tant que courtier, ce n'est pas notre mission, mais on va s'entourer justement d'AMO ou de maîtres d'œuvre pour pouvoir le faire. Et c'est là où je vais enchaîner sur donc, la question, c'est comment on va trouver notre place. Alors, on peut être à différents moments, en fait. C'est soit on va être approché dès le départ pour l'origine d'un dossier, et là, on va, nous, parce qu'on a dans nos partenaires des architectes, des assistants à maîtrise d'ouvrage, des conducteurs de travaux qui sont spécialisés, qu'on a aussi recherchés, parce que je sélectionne des entreprises parce que j'ai envie de dire que c'est ce qui est le plus parlant pour le client final, puisque c'est ceux qu'il va voir faire les travaux. Et puis sur la majorité des travaux qu'on a à suivre et qu'on a à gérer, ça va être le principal de notre mission. Mais on sélectionne aussi et on va chercher les bons intervenants dès le départ de la mission. Donc on arrive avec justement une équipe un peu complète qui puisse se mettre autour de la table et proposer des solutions. Et ensuite, on peut également intervenir à d'autres étapes, c'est-à-dire que moi, je travaille avec des architectes qui, parfois, n'ont pas le temps, n'ont pas le souhait ou n'ont pas l'énergie sur un dossier en particulier à dépenser pour rechercher les bonnes entreprises. Donc, moi, je vais travailler avec lui clairement pour sélectionner les différentes entreprises qui vont répondre au DCE et qui vont pouvoir répondre à l'appel d'offres. Donc, voilà, on peut arriver à plusieurs étapes du projet. Très clair. Je retourne vers Pierre Maillard qui a demandé la parole, mais ça tombe bien parce que j'avais moi-même des choses à lui faire dire. Pierre. Et ensuite, je reviendrai vers Lionel et Thierry. Merci. Moi, c'était juste pour réagir sur ce qu'a dit Émilie Achoun, et je la rejoins complètement sur le côté RGE et la sélection des entreprises. Il y a aujourd'hui une trop grande facilité à obtenir ces qualifications-là. Pour information, c'est un contrôle tous les 4 ans en moyenne qu'a une entreprise. Donc, je vous laisse imaginer l'évolution qu'a une entreprise, notamment dans le secteur de la rénovation énergétique, la transition énergétique, l'évolution qu'elle a en termes de nombre d'employés, de savoir-faire, de compétences, de gens qui viennent, qui partent, d'évolution de métiers, de nouveaux métiers qu'elle rentre. Et il y a un panel d'évolution. Donc, il y a un vrai point d'attention là-dessus. C'est sur le choix des entreprises de travaux. Donc, il faut absolument être bien accompagné. Et le choix de la certification, qui n'est pas qu'un label. C'est pas parce qu'on est labellisé que tout va bien. Une question, tu connais très bien ce sujet, j'aurais pu poser la question à Émilie de la même manière. Aujourd'hui, on a aussi la possibilité, si je ne m'abuse, d'obtenir un label RGE par chantier. On peut le faire pour un chantier spécifique, un projet? Alors, on peut le faire, on peut le faire aussi, on peut le faire là-dessus, on peut le faire dans ce qu'on appelle, après, il y a différentes qualifications qui existent. Il va y avoir une fois qu'on va descendre dans les qualifications, il y a tout ce qui va être les probatoires. Vous allez pouvoir être qualifié aussi uniquement sur un nombre de chantiers, donc sans même avoir passé de qualification, avoir fait de dossier, on va dire, vous avez le droit à. Donc, il y a tous ces points-là. Et évidemment, il y a un nombre de jeunes entreprises qui se créent, et je les comprends, qui sont aussi, il y en a beaucoup qui sont très compétentes, avec des gens qui sont sérieux, et malheureusement, il y a toujours des idiots, des abrutis qui sont mauvais là-dedans et qui vont casser l'image qu'on peut donner. Donc, le rôle d'un accompagnateur auprès d'un syndic, auprès d'une copropriété, il est primordial là-dessus. Il faut avoir de l'expérience avec les gens, il faut les sentir, il faut faire un travail de vérification, connaître une entreprise, avoir l'expérience. Aujourd'hui, on réalise 2000 chantiers par mois. On commence à avoir un peu d'informations sur un nombre d'entreprises, être capable de les qualifier. Nous, en interne, on a nos propres qualifications. Et je pense que c'est primordial de savoir choisir son accompagnateur et d'être bien accompagné. C'est vraiment le message. Un mot au rang de la valeur ajoutée que tu apportes, mais ça conduit à entrer aussi dans le détail des financements, des outils. On n'a pas cité MaPrimeRénov', on en a parlé dans d'autres débats, on en reparlera. Tu as évoqué la complexité des aides, il y a des aides locales, enfin bref, y compris pour le diagnostic. C'est pas le lieu d'en parler. La notion de tiers payant, est-ce que tu peux dire un mot là-dessus? Parce que c'est une originalité de ta société, vous n'êtes pas très nombreux à le faire et je crois que c'est précieux aussi pour faire basculer la décision en copropriété.
son objectif, il est clair, hein, c'est d'arriver à porter ce financement et le débat il est toujours qui va payer. Est-ce que c'est 100% la copropriété? Est-ce qu'on arrive à trouver un tiers payant, quelqu'un qui va soit porter temporairement le reste à charge de travaux, soit trouver des solutions. Il existe quand même pas mal de solutions. Il y a un nombre de travaux qui peuvent être pris en charge à 30, 40, 50, voire encore 100%. Il faut aller les chercher, ces travaux-là. Tant qu'on peut, il faut aller les chercher. Après, sur le tiers payant, oui, c'est d'aller trouver des tiers financeurs, des tiers payants, donc d'aller porter ce financement-là. Nous, on l'opère, c'est-à-dire qu'on va aller proposer des solutions de financement simples. On va dire, voilà, et vous avez 10 000 euros de reste à charge, de reste à payer. Comment est-ce qu'on peut arriver à vous l'échelonner, à vous le faire sur 1 an, sur 2 ans, sur 3 ans. Il y a beaucoup de réglementations là-dedans, parce que vous allez commencer à toucher le milieu du crédit, Bien sûr. à la CPR, donc au milieu des banquiers. Il y a beaucoup de petites startups en fintech qui se lancent là-dedans, qui sont plus ou moins performantes et qui sont plus ou moins adossées à des gros groupes. Donc c'est pareil, c'est un choix des tiers financeurs. Beaucoup qui arrivent en disant, il y a beaucoup notamment aussi de courtiers qui arrivent en disant, je vous trouve du financement, je vais vous trouver des choses. C'est un peu comme les entreprises de travaux. Il y a du lard et du cochon. Il faut arriver à sélectionner les bonnes entreprises pour porter ce financement. Mais oui, aujourd'hui, on le propose sur Helio et on est capable d'arriver à porter une bonne partie du financement, voire à proposer des solutions si jamais il y a un reste à charge qui est trop important qu'on n'arriverait pas à porter. Mais en tout cas, on fera toujours le maximum dans tout ça. D'accord. Et vous évitez de différer parce que vous supportez, vous assumez, et ensuite on va engranger les aides ou les différents dispositifs financés. Voilà, le point, c'est d'arriver au sujet il y a le tiers, mais aussi le préfinancement. Donc, c'est d'avancer les travaux, de lancer les travaux, et que ce ne soit pas la copropriété d'avancer, mais à nous de l'avancer, de le porter. Le temps, nous, d'aller chercher les aides, d'aller chercher notamment les dispositifs, les certificats d'économie d'énergie, qui a un laps de temps et un BFR et un besoin en fonds de roulement qui est très long, très lent. Donc, il faut les porter. Ça, si on le fait assumer à une copropriété, ça lui fait ça en plus. Si par contre, on vient déduire directement de devis de travaux de rénovation globale, on vient de déduire directement, c'est une façon de le porter directement. Ça vient casser tout de suite le reste à charge. Merci beaucoup. Je reviens vers Thierry et sans doute aussi vers Lionel. Thierry, il y a un sujet qu'on n'a pas évoqué, il était dans le titre de notre débat et dans nos préoccupations, l'audit énergétique. On a parlé de DPE, c'est l'outil du moment, revu et corrigé, 3e génération. L'audit énergétique, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est, quand il devrait arriver, qu'est-ce qu'il concernerait? Est-ce qu'il a vocation à prendre la place du DPE parce qu'il serait meilleur, plus complet, plus précis, ou à ne concerner que d'autres biens? Voilà. Mets-nous les idées au clair avec l'aide de Lionel si tu le souhaites. Très simplement, l'audit énergétique réglementaire, il y a déjà des audits énergétiques qui existent aujourd'hui dans le cadre, lorsqu'on est propriétaire d'un bien pour pouvoir améliorer la performance énergétique de son bien. L'audit énergétique réglementaire obligatoire au 1er janvier 2022 est un audit qui est simplement basé sur le propriétaire vendeur de maisons individuelles ou d'immeubles collectifs en monopropriété. Seuls ces bâtiments sont concernés par cet audit réglementaire et pas d'autres. Très bien. Très bien. Donc, c'est déjà bien ciblé, bien ciblé. Donc, cet audit réglementaire est obligatoire pour les biens qui seront donc passoires thermiques F et G et lorsqu'on les met en vente, uniquement en vente. Donc, ce n'est pas un audit qui est lié à la location d'un bien d'un propriétaire bailleur. D'accord. L'objectif du législateur, lorsqu'on lit entre les lignes, c'est quand même quelque part de pouvoir chiffrer les travaux. Là, on parle de travaux, donc on est encore dans les travaux. Combien finalement l'enveloppe travaux sera nécessaire pour que le bien que je mets en vente, que l'acquéreur potentiel puisse se dire ce bien il est en F et en G et je dois tendre vers une classification énergétique de B. L'objectif, c'est bien B à atteindre. Donc, puisque dans quelques années, le E sera passeur thermique, le D sera passeur thermique, donc il faut bien atteindre le B. Dans certains cas, pour des raisons de caractérisation et de typologie des bâtiments, on ne pourra pas atteindre le B, on pourra au mieux atteindre le C. Donc, vraiment, l'objet, c'est ça, c'est définir une enveloppe de travaux précise, le plus précise possible pour que le vendeur
puisse, propriétaire, accompagné par un professionnel de l'immobilier qui pourra déterminer la valeur foncière, enfin la valeur de vente du bien, plus ces travaux feront un bien accessible pour l'acquéreur. Ce qui est important à comprendre, est-ce que c'est mieux, moins bien que le DPE? C'est pas la même chose, puisque l'audit énergétique va tout simplement s'inspirer du DPE qui aura été réalisé. C'est la même méthode de calcul. Un audit énergétique n'est pas une méthode de calcul. On confond souvent audit, étude thermique, DPE. Un audit énergétique utilise une méthode de calcul qui est la seule et unique aujourd'hui qui est prise en compte par les pouvoirs publics, qui est le DPE, la méthode dite 3CL. Ça, c'est un peu un jargon technique, mais on va dire le DPE. Et à partir de là, l'auditeur va déterminer le besoin d'isolation thermique, va besoin d'auditer tous les travaux qui seront nécessaires en fonction de la typologie du bâtiment, en fonction des caractéristiques, des risques des bâtiments classés par rapport aux bâtiments de France. Donc, tous ces périmètres doivent être pris en compte et va donc chiffrer une certaine somme. Mais finalement, celui qui va faire les travaux, ce n'est pas le vendeur, c'est l'acquéreur. Donc, c'est la grande différence de l'audit aujourd'hui qui est réalisé, financé par les pouvoirs publics, par MaPrimeRénov'. Je rappelle qu'un diagnostic qui est réglementaire ne peut pas être financé. Donc, un audit, ça c'est très important à savoir, c'est qu'un audit réglementaire, audit énergétique ne pourra pas être financé, comme un diagnostic réalisé dans le cas de la vente n'est pas finançable par les services fiscaux. Donc, on est dans cette situation. Parfait. Je ferai réagir Martine aux conséquences de l'audit pour la vente de maisons individuelles, étant Midi-Pyrénées. Ça lui dira quelque chose. Lionel, une question sur laquelle je t'ai interrogé tout à l'heure, mais on est passé à autre chose. L'appareil de production. Alors, Martine nous disait, on n'a pas de mal à trouver le diagnostiqueur, il y a un bon maillage, même s'il y a sans doute des différences de région. Moi, j'ai entendu de vous, de Thierry, par exemple, qui est encore face à moi, que je crois que vous êtes aujourd'hui de l'ordre de 10 000 diagnostiqueurs en France, hein, pas tous dans vos deux organisations, mais en gros 10 000, et que sur les années qui viennent, avec les enjeux qui se présentent, vous ne seriez pas assez nombreux. Donc, question sur le nombre. Allez, on se projette à 2-3 ans, c'est de même pour des gestionnaires. Et question de la formation aussi. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes suffisamment formés? Je pose la question sans embâge. Est-ce qu'il y a des filières de formation dédiées? Voilà, ça m'intéresse tout particulièrement. En tout cas, ce n'est pas les écoles immobilières qui le font. Est-ce que ça existe? Lionel? Alors, tes questions sont justes dans le sens où c'est un nouveau métier, c'est un métier qui a 25 ans, donc qui s'est mis en ordre de marche et qui s'est professionnalisé. On a des certifications de personnes, donc tu n'es pas sans savoir que les diagnostiqueurs sont certifiés sur 7 ans maintenant, c'est-à-dire qu'ils ont une obligation de formation régulière avec des contrôles sur ouvrage de la part d'un organisme accrédité qui va vérifier les compétences et les connaissances du technicien, et ça tous les 7 ans. Et c'est vrai sur les différents diagnostics qu'il va réaliser, c'est d'autant plus vrai sur le DPE. Et sur le DPE, il y a un DPE avec mention, qu'on ne va pas aborder là parce que ça va peut-être complexifier le débat, mais qui est valable pour un certain type de DPE, pas ceux qu'on a évoqués. En termes de nombre de diagnostiqueurs susceptibles de pouvoir intervenir, aujourd'hui, on n'a pas de problème de pouvoir répondre à la demande des DPE à faire, à rééditer, et des audits demain. Une précision quand même sur l'audit qui est important, qui était prévu pour le 1er janvier 2022 et qui est décalé. Hein. Donc c'est important de le préciser parce que les textes qui vont sortir vont décaler volontairement pour qu'ils soient obligatoires plus tard pour les maisons individuelles en FG qui ont... Attendons, très important ce que tu dis. Pourquoi ce décalage décidé par Emmanuel Vargon, hein, parce que c'était pas complètement au point, parce qu'on veut donner un peu d'oxygène aux vendeurs? Il faut juste rappeler, et on s'est beaucoup battu avec l'UNIS au mois de mai sur la sortie du DPE au 1er juillet, qui nous paraissait trop tôt par rapport à un certain nombre de données techniques et sur lesquelles on n'a pas été écouté. Bon, et puis on va pas refaire l'histoire de ce qui s'est passé, on l'a évoqué. Je précise que le Conseil national de l'habitat a donné un avis de prudence comme la profession. Voilà. Donc on l'a rappelé au pouvoir public, le SSC2 aussi, et donc l'ensemble fait que il est plus prudent de se réunir, et c'est ce qu'on fait en ce moment. On a des groupes de travail autour de l'audit pour que, à la fois, les exigences se renforcent
pour les professionnels susceptibles de pouvoir le faire, d'une part. D'autre part, le document, et d'autre part, les données techniques qui doivent être rentrées pour que ce soit bien maîtrisé et pour éviter ce qu'on a pu vivre sur le DPE qui est sorti au 1er juillet. Donc, c'est la raison pour laquelle, sur la période de 2022, ça va s'échelonner, mais ça ne sera pas… pas le 1er janvier de manière impérative, d'accord. Bon, ça, c'est une bonne nouvelle, c'est de l'oxygène. Alors, sur la filière, donc tu dis aujourd'hui, on est en mesure d'absorber la demande. Je pense que Thierry sera de ton avis. Mais là, dans les 2-3 ans qui viennent, et je parle de formation, bien évidemment. Alors là, en ce moment, on peut absorber. Il y a des formations qui existent de la part qui sont offertes de la part de différents organismes. Il y a de l'alternance, l'alternance qui est possible. Donc la professionnalisation de ce métier est en train de se faire et qui va permettre pour les années à venir de compléter les effectifs qui vont manquer. Donc par rapport à la demande qu'on va pouvoir vivre, on ne va pas avoir de problème pour répondre à cette demande, que ce soit sur les diagnostics classiques ou sur les prochains tels que l'audit. Les jeunes ou les moins jeunes ont envie d'être diagnostiqueurs. Il y a une attractivité du métier aujourd'hui. Alors, ça rejoint tout ce qu'on disait. Le métier est d'évidence. Hein, vous êtes tous unanimes. Il a gagné ses lettres de noblesse. Hein. Alors, un peu étrangement, hein, on a vu le DPE. Bon, à la fois, c'est douloureux. À la fois, on a remarqué derrière le diagnostic le médecin, en quelque sorte. Bon, donc, il y a une plus grande estime. On a envie de faire vos métiers. Alors maintenant, on a beaucoup de jeunes qui arrivent dans nos métiers. C'était un métier de reconversion. Et là, maintenant, on a des nouvelles générations sur des gens qui soit sortent d'écoles d'ingénieurs pour certains, mais surtout, quand ils veulent monter des sociétés, mais surtout des bac+2 orientés bâtiment qui veulent se spécialiser sur le diagnostic, sachant que maintenant, le panel est large, hein, entre les spécialisations sur l'amiante, le plomb, l'énergie ou le diagnostic sur l'ensemble. Il y a des spécialisations qui peuvent se faire, donc, et des carrières. Merci beaucoup. Martine, une réaction, alors même si on apprend la bonne nouvelle de la part des diagnostiqueurs que l'audit énergétique qu'il faut forcément accoler à la vente d'un bien en monopropriété énergivore est différé de quelques mois sans doute. Quelles conséquences faut-il attendre? Tu as évoqué tout à l'heure, et d'autres aussi, hein, les conséquences sur le marché locatif, les propriétaires bailleurs, les copropriétés. En monopropriété, je vends une maison individuelle, il y en a beaucoup sur ton territoire, je vais devoir, il est classé F ou G, je vais devoir assortir ça d'un audit avec évaluation du montant des travaux. Thierry disait c'est l'acquéreur qui va engager ses travaux. Oui, mais dans la négociation, ça va devenir quoi? Alors déjà, il y a une très forte demande sur les maisons et une pénurie sur certains secteurs de biens à la vente et notamment en maison. Et je ne pense pas, surtout que ça s'adresse souvent à la résidence principale, je ne pense pas que le classement et l'audit énergétique soient immédiatement pénalisants. Sur certains biens, il y aura effectivement peut-être un peu plus de négociations, mais sur un marché tendu, et c'est le cas sur, bien sûr, on va dire les grandes métropoles, mais même sur les communes alentours, le marché est quand même tendu sur la maison notamment, et donc je pense pas que ça soit ni un frein à l'achat et que ça soit au niveau du prix une répercussion immédiate. Voilà, ça c'est… Quant aux immeubles entiers qui se vendent, eh bien, c'est vrai que c'est un peu le parent oublié. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand même, il faut dire que nous on appelle ça donc la monogestion, c'est-à-dire la gestion complète d'un immeuble entier, souvent sous SCI, les SCI ne sont pas on n'accorde pas donc de prime rénov au SCI. Donc c'est un point important parce qu'on les a oubliés dans le processus. On en gère, nous, je vois sur mon portefeuille, j'ai quand même pas mal de SCI, hein, ce sont des SCI familiales essentiellement, et donc on les a oubliés dans le processus. Alors que ce sont des vrais acteurs aussi dans la rénovation énergétique. Voilà, là j'ai un point d'interrogation par rapport effectivement à ces biens-là. Je peux dire que là aussi ça a été un avis du Conseil national de l'habitat par exemple, mais c'est une demande des organisations professionnelles que les primes soient également qu'on puisse être éligible lorsqu'on est une immobilière. Il n'y a pas de raison parce que derrière ça il y a souvent des sociétés familiales en fait. Exactement. Et surtout une offre locative à la clé.
Écoutez, je voudrais tous vous remercier. On a atteint, on se dit toujours qu'on va débattre 1 heure et quart. En 1 heure et demie, on n'a pas encore sans doute épuisé le sujet, mais je voudrais vous remercier tous parce que vous avez, me semble-t-il, été très complet, très franc, très sincère. On ne sait rien cacher. C'est la règle d'or de nos débats. Donc, je voudrais remercier individuellement chacun d'entre vous, c'est-à-dire Martine Cardois qui est face à moi, Merci beaucoup. qui nous venait de Toulouse, enfin qui est resté, mais qui était avec nous. Thierry Marchand, Lionel Jeannot, qui très confraternellement, à la tête des 2 organisations représentatives des diagnostiqueurs, sont venus débattre et se compléter l'un l'autre. Pierre Maillard, le patron du groupe Helio, un acteur aujourd'hui majeur, une société à forte valeur ajoutée pour la transition environnementale, des copropriétés, mais aussi au profit des bailleurs. Et puis, Émilie Echoun, je n'ai pas tout dit sur Émilie, j'ai dit qu'elle était diplômée de l'IMSI, elle est mariée avec un diplômé de l'IMSI aussi, voilà, je n'ai pas donné ce détail. Voilà, ce sont des petits mots affectueux, je n'ai pas de raison de m'en priver et je passe la parole à Benjamin pour clôturer ce débat et nous donner rendez-vous pour le prochain. Ce sera, j'allais dire dans 1 an, pas tout à fait, mais l'an prochain. Merci à vous tous, Benjamin. Merci. Merci beaucoup. Je voudrais évidemment remercier tous les intervenants d'avoir éclairé toutes les personnes qui nous ont écoutés aujourd'hui. Je pense qu'on va encore en parler. Il va y avoir matière, mais on évolue. Et je pense que tout cela, malgré les difficultés que les professionnels connaissent, va dans le bon sens. Je voudrais à tous vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année et on se retrouvera tous ensemble avec le cercle l'année prochaine. Voilà, merci à tous.